Bonjour à tous et bienvenue. 10 ans après 10 ans d'absence et de retour de la haie, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a annoncé la création d'un nouveau parti politique suite entre autres à son divorce avec Pascal Affi-N'Guessan, son ancien Premier ministre à qui il a laissé la direction du Front populaire ivoirien. Dans moins de 24 heures, Laurent Gbagbo va donc lancer sa nouvelle formation politique et on en parle dans Ça fait l'actualité. Je vous propose de suivre ce reportage de Sédou Ouattara. L'ex-président Laurent Gbagbo, l'un des cofondateurs du Front populaire ivoirien FPI, miné par des divisions, a proposé la création d'un nouveau parti politique à l'issue d'une réunion de ses instances dirigeantes. Au cours de cette réunion, Laurent Gbagbo a dénoncé le comportement de son ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI légal, avec qui il n'attend pas s'engager dans une bataille juridique et propose donc la création d'un nouvel instrument de lutte conforme à son idéologie et son ambition. Laissons Affi avec l'enveloppe et nous avec le contenu. Comment les Ivoiriens perçoivent et jugent le nouveau parti de l'ex-président Laurent Gbagbo dans le paysage politique ivoirien. C'est les militants qui font le parti. Les hommes, c'est nous qui votons. Ce n'est pas le parti qui vote. Il y a une idéologie, une ligne de parti. Si tu te dévies, alors on va dans la poubelle. Donc ce n'est pas Affi, ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas machin, mais l'idéologie. C'est que la voie que Gbagbo a tracée. Celui qui se trouve dedans, il suit. Le nouveau parti de Laurent Gbagbo, pour moi, c'est bon. Parce qu'il faut souvent de nouvelles idées. Il a déjà été président. Sûrement qu'il a vu des choses qui ne vont pas. Et c'est toujours bon d'apporter de nouvelles visions à un parti. Des personnes qui veulent avancer vont avancer avec lui. Les gens qui n'auront pas vers sa vision resteront dans l'ancien parti, le FPI. Selon moi, c'est une très bonne initiative qu'il a prise, puisque à son grand désarroi, oui, ça c'est forcément une initiative. Il s'est senti un peu trahi, légèrement trahi. Donc, pour se donner un nouvel élan, une nouvelle base, pour pouvoir se redonner, on a dit, un nouveau départ, il a décidé de créer un nouveau parti pour pouvoir apporter un nouveau souffle à la politique en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a le droit de le faire, il en a le droit, c'est déjà une bonne chose. La question qui reste maintenant, c'est de savoir si c'est lui-même qui va diriger le parti pour être candidat en 2025. Je pense qu'elle n'est pas la bienvenue parce qu'il était dans le FPI et il est parti. Donc il devait rester toujours dans le FPI malgré les contre-attaques des autres. Donc Gbagbo devait rester dans le FPI et faire la réconciliation avec les autres. On a besoin de plusieurs partis politiques pour pouvoir voir ce qui est mieux parce que chacun a besoin d'apporter ses idées. Peut-être qu'en étant dans le FPI, il ne pouvait pas faire certaines choses. Mais en créant son propre parti politique, il y a certaines choses qu'il pourra faire, on ne sait jamais. Voilà, donc moi je ne le plains pas, je suis parfaitement d'accord avec. Laurent Gbagbo fondera son nouveau parti lors d'un congrès les 16 et 17 octobre dans la capitale économique. L'ancien président fondateur du FPI dans les années 80 avait annoncé dès le mois d'août son intention de laisser l'enveloppe vide du parti à son président reconnu légalement Pascal Affi-N'Guessan et de fonder sa propre formation. À 4 ans de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, que faut-il attendre de ce nouveau parti politique? Quel rôle compte jouer Laurent Gbagbo sur l'échiquier politique national? Pour en parler, je suis en compagnie de Justin Koné-Kantina, ancien ministre et président de la commission communication du congrès constitutif du nouveau parti de Laurent Gbagbo. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Alors à 24 heures de congrès constitutif donc, de son nouveau parti, dans quel état d'esprit se trouve Laurent Gbagbo? Serein, comme on le connaît, oui. Toujours serein. Il a suffisamment réfléchi à la question et je pense même qu'il est même heureux de pouvoir finalement mettre en place cet instrument auquel il a beaucoup réfléchi. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création d'une nouvelle formation politique? Est-ce finalement l'antagonisme entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan pour éviter des péripéties juridiques ou il y avait d'autres raisons? Oui, la question visible que tout le monde connaît et qui est peut-être l'élément peut-être déclencheur de la volonté du président Laurent Gbagbo de changer et de proposer une nouvelle offre politique aux Ivoiriens, un nouvel instrument politique aux Ivoiriens. Il y a la question Affi-N'Guessan.
qui, pour nous, s'est dévié totalement de la ligne du parti, lorsque on en avait besoin de plus pour être un parti de combat. Et donc, pour nous, en tout cas, il a dévié la ligne. Mais au plus profond de nous-mêmes, même si nous avions gardé le FPI, il y avait un besoin profond de réformer le parti. Pour plusieurs raisons, mais je pense que l'une des plus importantes, c'est qu'un parti qui a connu autant de crises, qui a eu à supporter une crise énorme, une violence qui s'est abattue sur ces partis, fondamentalement, c'est comme votre maison. Une tornade violente, une tempête, ça secoue la maison à un moment donné. Donc il faut répartir, il faut faire de nouvelles perspectives. On avait fondamentalement besoin donc d'ouvrir, de faire une ouverture au parti, une réforme profonde. Et finalement, l'un mis dans l'autre, on a pensé qu'il vaut peut-être mieux faire du nouveau. Mais justement, en quoi ce nouveau parti sera différent du FPI? Vous parlez d'une enveloppe vide. Oui. Donc vous partez avec la substance, et si oui, laquelle? Oui. Alors, tout à l'heure, j'écoutais les commentaires. J'ai quelque chose de particulier dans notre parti, c'est que le parti appartient aux militants. Notre parti, il appartient aux militants. Et je peux vous dire quelque chose. Tout l'aura que le président Laurent Gbagbo a, le jour où les militants vont se rendre compte qu'il ne fait pas le combat pour lequel ils se sont engagés derrière lui, ils vont le lâcher. Notre parti appartient aux militants. Et c'est ces militants-là qui ne se retrouveront plus dans la ligne de conduite de l'ancien parti, se mettent en bloc derrière le président Laurent Gbagbo pour lui dire « nous t'accompagnons dans la vision dans laquelle nous faites ». Mais quelle est sa vision, justement? Alors, la vision que nous l'avons exprimée, c'est que la Côte d'Ivoire a besoin d'aller de l'avant. La cohésion sociale est complètement fragilisée après une telle crise. La réconciliation, la paix peine à venir. Les questions économiques, malgré les embellis qu'on peut avancer, les questions économiques, nous sommes dans des situations économiques assez délicates. Et nous n'en cachons pas, ça c'est l'aspect interne. Quand vous regardez dans la sous-région, avec tout ce qui se passe, l'instrumentalisation ou la manipulation des constitutions et les menaces djihadistes, les coups d'État qui arrivent, c'est pratiquement tous les acquis de la lutte de ce monsieur-là qu'il voit en train de partir. Donc, la nouvelle offre qu'il fait, c'est de proposer aux Ivoiriens de nouvelles perspectives avec une vision claire à gauche, qui est donc un parti de gauche, et qui est sincèrement attaché à la souveraineté et à ses frères africains, le panafricanisme, c'est-à-dire la mutualisation de nos intelligences et de nos efforts dans un cadre bien organisé pour pouvoir affronter les dangers qui s'annoncent à l'horizon. Mais justement, on a pu lire dans la presse que le nom du parti, qui sera certainement débattu en congrès, devrait être le Parti des peuples africains, c'est-à-dire le PPACI. Jacques, vous confirmez cette information ou vous l'informez? Oui, tout à fait. C'est le nom qui sera... C'est le nom que les structures, l'organisation, les commissions qui ont travaillé ont proposé. Donc c'est un parti panafricain. Exactement. Vous semblez vouloir reconstituer finalement le RDA, PDCI de l'époque, en tout cas le RDA. N'est-ce pas un projet déjà trop ambitieux et est-il d'actualité? Oui, alors vous faites bien attention, vous faites bien allusion au RDA et ça me fait plaisir que vous fassiez allusion au RDA. Le RDA s'est imposé aux Africains à un moment donné lorsque le défi des indépendances était énorme. Il a fallu donc que les Africains se mettent ensemble et forment une formation politique transnationale. Je dirais, bon, on n'était pas encore des nations, mais transcoloniale, si vous voulez, transcolonie, et pour pouvoir affronter c'était quand même un monstre. Combattre la colonisation, c'est un combat herculien qu'il fallait mener. C'est la même chose, nous trouvons, madame, actuellement en Afrique. Vous trouvez qu'on est dans la même situation qu'au sortir des indépendances? Oui, aujourd'hui, la situation est encore même plus grave. Parce qu'avec tout ce que nous voyons, toutes les batailles géostratégiques qui sont en train de s'organiser en Afrique, nous sommes en train de glisser dangereusement vers un conflit d'intérêts des puissances et donc qui auront pour conséquence, ce conflit aura pour conséquence la fragilisation de l'Afrique et donc nécessité et nos indépendances, nos libertés sont en train d'être menacées. Donc nécessité, une fois encore, pour les Africains de se mettre d'accord pour défendre leur continent.
Mais en quoi cette initiative répond aux préoccupations des Ivoiriens? Vous pensez que c'est la priorité des Ivoiriens? Vous pensez que les questions du quotidien ne sont pas prioritaires dans leur esprit, que ce combat idéologique? Ce n'est pas seulement un combat idéologique, c'est un combat pratique, madame. Et c'est ça la question. Pourquoi pensez-vous que les Ivoiriens se trouveraient ce combat trop lointain d'eux, de leur quotidien? Mais parce qu'on leur a jamais donné l'opportunité de mener, on ne leur a pas encore expliqué. Ce débat sur l'intégration africaine, il faut qu'il soit ramené au niveau des peuples. Et nous pensons que c'est les peuples, c'est les populations, c'est les partis politiques, les organisations politiques qui peuvent aider les peuples en leur expliquant la nécessité de mutualiser notre effort et notre intelligence parce que la menace est réelle. Et il faut leur expliquer. Mais pour certains, le panafricanisme est finalement une utopie, voire en tout cas un horizon inaccessible. Que répondez-vous à tous ceux qui sont plus pessimistes que vous? Je vais vous dire quelque chose. À la sortie de la Première Guerre mondiale, si vous disiez aux Français, les Allemands qui formeraient un jour un bloc politico-économique, je dirais même politique, ils vous diraient au nez. La dynamique, l'histoire est une dynamique. Les besoins humains, c'est juste des dynamiques. Il n'y a rien de statique. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est un combat qu'on a eu tort de laisser tomber. Et c'est un combat qui s'impose de nous-mêmes. Parce que n'oublions pas que l'histoire humaine, elle est parfois, l'histoire de l'humanité, elle est imposée aussi par un certain nombre de contingences qui ne sont pas toujours dépendantes des hommes. Mais certes, c'est un combat que vous voulez mener et personne ne peut vous le reprocher ni vous l'empêcher. Mais ce combat était déjà mené par d'autres. À vous écouter, vous voulez un peu faire les États-Unis d'Afrique. Kadhafi, feu Kadhafi, l'a souhaité. Il avait des moyens financiers dont visiblement vous ne disposez pas. Et voilà, l'issue... N'allons pas trop loin parce que nous ne sommes pas encore au stade des États-Unis d'Afrique. Le panafricanisme, c'est de prendre conscience qu'il y a des questions qui transcendent nos nations. Nous n'en sommes pas encore au stade. Kadhafi avait chez moi dit, bon, je vais aller aux États-Unis d'Afrique. Ça, pour le moment, nous n'en sommes pas là. Nous disons, par exemple, que la menace djihadiste qui s'est faite, par exemple, dans le nord, au Mali, au Burkina, concerne la Côte d'Ivoire, le Mali, et ainsi de suite. Et qu'il faut alors expliquer à nos populations que nous devons aller ensemble. Il y a des questions transnationales. Mais des institutions sous-régionales qui, en tout cas... oui, justement, malheureusement, alors ça, je peux vous répondre tout de suite. Pour moi, nous ne sommes même pas encore à ce niveau. Nous sommes sur les pas. Je vous donne un exemple. Trouvez-vous normal, madame? Ça fait 1 an et demi. Les frontières sont fermées entre les pays, en tout cas le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et personne n'explique au peuple pourquoi c'est fermé. Quel est l'impact d'une telle mesure sur la vie? Est-ce que vraiment, au début, on nous a dit que ça a été fermé pour les raisons de Covid? Est-ce qu'il y a une étude qui a été menée a posteriori pour nous expliquer quel a été l'impact de ces mesures-là sur leur économie, qui est sur la réduction de la pandémie? Personne ne sait, mais pendant ce temps, les villes frontalières se meurent économiquement. Parce que nous estimons que l'élite n'associe pas les populations. Et ça, on ne peut pas faire une intégration sans la participation des populations. Vous parlez de l'étranger, mais justement, y a-t-il un rapprochement avec d'autres partis de gauche dans la sous-région puisque finalement RDA avait au moins cette capacité de s'implanter un peu partout. Avec qui? Parce que... attendez, avec quel parti de gauche? Alors, reprenons l'histoire des choses. Le RDA s'est créé et le RDA a fait des sections dans les pays. Les sections n'existaient pas avant d'aller au RDA. Le RDA s'est d'abord créé et on a créé le RDA, PDCI, RDA, le PDG RDA. Il y a eu des rassemblements à partir donc du RDA. Ici, c'est plus ou moins le même schéma que nous proposons. C'est pourquoi vous avez bien vu que nous avons mis Côte d'Ivoire devant le parti privé. Nous rêvons qu'effectivement cette idée soit reprise par le Burkina Faso et qu'un parti se décide de s'appeler... Mais qui est le parti du MPP de Roch-Marc Christophe Kaboré. Et là aussi une question. Vous venez finalement de l'international socialiste. Vous allez y retourner? Alors, en tant que nouveau parti politique? Notre position est claire. L'international socialiste nous a laissé sur notre faim. Nous avons besoin, effectivement, comme je l'ai dit, d'unité, ou moins d'unité d'action ou de convergence d'action au niveau des partis de gauche, mais la priorité, ce sera une internationale africaine. Nous devons partir d'abord d'une internationale africaine, parce que c'est fort
à l'intérieur que nous pouvons aller vers l'extérieur. Donc pour le moment, notre priorité, pour le moment, ce n'est pas l'international socialiste, mais c'est l'international africaine. Citez-moi des partis de gauche avec qui vous êtes peut-être en discussion, je ne sais pas, Songo, Sénégal. Vous me parlez de la gauche, bon, au Burkina Faso, c'est le MPP, c'est le parti de Marc Christian Kaboré. Il y avait Alpha Condé qui a quitté le pouvoir. Vous avez qui comme allié dans la sous-région pour ce projet ambitieux? Nous avons le peuple. Oui, le peuple, mais encore, parce que le peuple a ses représentants. Nous avons des démocraties avec des représentants. Donc, à qui parlez-vous? Je pense qu'il y a un élément fondamental que vous devez avoir, à tort où je pense que c'est la capacité du président Laurent Gbagbo de transformer toutes les situations, même les plus difficiles, en atouts. Je pense que finalement, l'envoyé à la CPI, il était déjà très populaire, ça on le sait. Il lui a donné aujourd'hui une aura qui lui permet aujourd'hui de rassembler au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est cette aura-là que le président Laurent Gbagbo donne, si vous voulez, offre à l'Afrique. Et ça, madame, je peux vous dire que c'est là pour nous est un atout important. Quand nous regardons l'engouement des partis qui veulent venir participer à ces congrès, nous sommes obligés même à un moment donné, compte tenu de cette chose, de ne pas pouvoir accepter tout le monde, mais on se rend compte qu'effectivement, il est en train de porter une espérance, il apporte une espérance à tous les Africains, et pour nous, c'est très important. Donc vous comptez sur la popularité en tout cas avérée de Laurent Gbagbo, vous n'avez pas peur d'avoir une personnification du parti politique. Finalement, c'est Laurent Gbagbo qui est l'alpha, l'oméga de ce parti. Alors, voyez-vous ça, très souvent j'entends ces choses, parfois ça me fait rire. Madame, j'ai toujours dit aux personnes, la politique c'est la science la plus pratique. C'est vraiment la science la plus pratique. On ne fait pas la politique, ce n'est pas une science-fiction. C'est la science la plus pratique. Vous construisez avec les instruments dont vous disposez. Et nous avons un instrument important, mais laissons-nous en profiter. Maintenant, vous pourrez faire toutes les interprétations qu'on peut faire. Nous ne sommes pas vraiment touchés par cela, parce que généralement, c'est des propos que les gens tiennent pour dénaturer la vérité ou bien dévier d'un certain nombre de choses. Et franchement, je n'ai aucun complexe de dire que oui, lui, il est un atout important pour nous. Alors, parlez-nous un peu de ce congrès. Quel est le programme et surtout qui sera présent? Selon la presse, l'ancienne présidente du groupe parlementaire de FPI, donc Simone Yves Gbagbo, est annoncée en République démocratique du Congo ce week-end. Pouvez-vous nous confirmer ou infirmer sa présence à ce congrès? Alors, je ne sais pas, je ne gère pas le calendrier de Mme Simone Gbagbo. Ce que je sais, quand je regarde les critères de participation à ce congrès constitutif, parce que c'est un congrès qui est constitutif, c'est-à-dire que les gens viennent sur la base de, si vous voulez, il n'y a pas d'antécédent. Il fallait bien construire des critères pour permettre aux personnes de venir participer à ces congrès. Quand nous regardons les critères qui ont été désignés, en tout cas choisis par le président du congrès, Mme Simone Gbagbo est invitée. Elle est convoquée en tant que... Non, elle est convoquée en tant que... Et madame, s'il vous plaît, nous avons fait une convocation collective sur la base d'un critère. Et tous les congressistes ne nous ont pas envoyé chacun une réponse. Donc, sur cette base-là, n'ayant aucune information contraire, je suis en droit de dire que jusqu'à demain, Simone Gbagbo devait être au congrès. Donc, on verra demain, finalement, vous-même, vous ne savez pas si elle sera présente ou pas? Non, elle devrait être au congrès, comme je ne peux pas savoir si, par exemple, le fédéral de chez moi va être au congrès, comme je ne peux pas savoir si le fédéral de Beaunois sera au congrès, parce que nous avons fait une convocation globale. Donc, on ne peut pas vous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'accusé de réception individuelle, qui sera là, qui ne sera pas là, on ne sait pas. Mais je vous dis, conformément à nos critères de convocation du congrès, Simone Gbagbo a été effectivement convoquée et nous espérions qu'elle soit là. Alors, vous dites vouloir rassembler la gauche, mais quel autre mouvement de gauche vous soutient ici en Côte d'Ivoire? Certainement pas le FPI. Non, mais enfin, sur la question, je pense que la gauche est plurielle, madame. La gauche est plurielle. Nous avons fait une offre politique et des personnes, des partis nous ont déjà rejoints. L'UNG qui nous a rejoints. EDS Bon, EDS n'était pas un parti politique, c'était une plateforme de partis politiques. Et nous avons le CAPUD de Gervais Koulibaly qui nous a rejoints. Donc, c'est une offre que nous faisons. Il y en a certainement qui attendent de voir ce que ça peut donner, qui vont nous suivre par la suite. Mais je voudrais dire que notre intention, effectivement, c'est de rallier la gauche autour donc, de ces valeurs essentielles. Et le parti de Blé Goudé sera convié, il sera présent
Ses représentants, puisqu'il n'est pas là physiquement. Ah oui, alors, le parti de Blé Goudé, ce matin, quand nous faisions le point des invités, le COJEP sera présent en tant qu'invité. Puisque jusque-là, le COJEP n'a pas exprimé de façon claire son intention de se fondre à nous. Mais en tant qu'invité, il y sera. Alors les partis de gauche sont aussi réputés à avoir en tout cas des affinités avec les syndicalistes, les centrales de syndicats, des mouvements étudiants, le tissu associatif. Là aussi, avez-vous des soutiens précis en Côte d'Ivoire dans alors là, finalement, je crois que c'est tout mon programme de gouvernement, on va exposer ici. Et ah ben on est là pour ça. Non, mais je ne crois pas. Alors, nous créons un instrument. Celui qui dirige le parti, en tout cas, qui a eu l'idée, parce que c'est le Congrès qui va décider qui est le président du parti, qui a eu l'initiateur du projet, et lui-même un syndicaliste. Le secrétaire général de l'ancien parti, Assoadou, est un syndicaliste. On ne peut pas imaginer un parti de gauche parce que c'est fondamentalement la protection des intérêts des masses paysannes, des masses pauvres, donc des masses travailleurs, des masses travailleuses, les masses pauvres, que nous protégeons. C'est le fondement, c'est la base fondamentale de la gauche. Donc il y a forcément une interaction naturelle qui existe entre les partis de gauche et le monde du travail, le monde ouvrier, le monde agricole, le monde du travail, parce que c'est ce monde-là qu'on appelle le monde exploité. Mais forcément, il y aura effectivement, nous attendons et nous sommes convaincus qu'effectivement cette alliance est déterminée d'elle-même. Alors le congrès constitutif de votre nouveau parti se tiendra à l'Hôtel Ivoire, qui est quand même un lieu hautement symbolique en Côte d'Ivoire et même dans l'histoire du président Laurent Gbagbo. Pourquoi ce choix? Parce que tout simplement, en septembre 1990, nous avons fondé le FPI là-bas. Donc c'est fondamentalement symbolique, comme vous avez dit, c'est très important pour nous. Voilà. C'est pour cette raison-là? Non, je vais dire entre autres, c'est vraiment, si vous voulez, si nous voulons rester dans la logique des symboles, oui, très important. Évidemment, il y a autre chose, d'autres pratiques. Il n'y a pas une flopée de salles pouvant tenir autant de personnes pour faire des travaux dans des conditions assez acceptables. Donc, disons que nous sommes un peu liés par la rareté de ces endroits, mais si nous restons dans la logique, nous ne nous en plaignons pas, parce que historiquement, nous avons quand même un lien, nous avons un lien symbolique, on a une histoire avec l'hôtel de mon village, l'hôtel Ivoire. Alors le député maire de Tiasalé, Antoine Assalé Tiomoko, affirme qu'à l'ouverture de la session parlementaire d'avril 2022, il proposera de restaurer la limite d'âge pour les candidats à la présidentielle à 75 ans. Si cette loi était votée, qui sera le candidat de votre parti en 2025 ? Est-ce que vous avez déjà songé ? Je peux vous dire quelque chose, madame. Et là, je prends tout mon air sérieux. Pour nous, nous allons nous battre contre cette loi, si elle doit passer. Mais il faut être présent à l'Assemblée nationale. Oui, et votre formation n'a pas de député. Le débat démocratique, il est à la fois républicain, il a lieu dans les institutions, mais le débat démocratique, c'est également la population. Et donc, à ce niveau-là, nous voulons donner les noms. Parce que nous estimons qu'il faut que nous soyons sérieux dans ce pays un jour. Parce que la limite d'âge, ce n'est pas Gbagbo qui l'a fait sauter. Et lorsque, en 2016, on a décidé de sauter cette loi, le président Laurent Gbagbo était en prison. OK, ça n'a gêné personne. Dès qu'il sort et qu'il arrive ici, on lui dit « Ah oui, maintenant il faut qu'on regarde, sans m'expliquer, nous expliquer. » Vous pensez que c'est pour l'évincer, très clairement? Ben non, mais c'est clair que pour nous, c'est visé. Et à partir de cette... Mais ça ne vise pas que lui. Non, madame, je prêche pour celui que je défends. Les autres peuvent prêcher pour les autres, mais moi je prêche pour celui que je défends. J'estime qu'il y a suffisamment d'arguments pour dire que cette loi, elle est indexée, elle est visée, elle vise le président Laurent Gbagbo. J'ai suffisamment d'arguments. Parce qu'on ne m'a pas encore expliqué, de 2016 à maintenant, qu'est-ce que l'âge a fait de mauvais, en tout cas, pour que ça devienne l'élément central pour qu'on change. Ne soyons pas dupes. Et nous ne voulons plus être dupes. Pour nous, cette loi, nous allons donner les moyens démocratiques de la combattre et les prises, parce que c'est nous qu'elle vise et nous n'accepterons pas ça. Juste un dernier mot. Au-delà de l'âge, il y a aussi l'état de santé. Depuis son retour, on a vu l'ancien président, en tout cas peut-être pas sur le plan intellectuel, mais sur le plan physique,
qui semble un peu diminuer. Et effectivement, là aussi dans la Constitution, on n'a pas conservé l'obligation de faire un bilan de santé. Mais ça peut être aussi un filtre pour sa candidature. Je vous pose une question. Vous pensez que l'actuel chef d'État, en 2016, quand il changeait la Constitution, vous aviez son état de santé? Non. Bon alors, est-ce que quand il allait aux choses... Donc, je pense que vraiment, tout ça, ce sont des arguments qui ne nous tiennent pas liés. Le président Laurent Gbagbo se porte bien, il n'a aucun souci, parce que pour prendre une telle initiative et avoir une projection, il faut avoir à la fois la tête sur les épaules et son esprit, il l'a. Il faut être physiquement prêt, il est. Donc, nous, notre rôle, c'est de tout faire pour le porter là où nous voulons qu'il arrive, c'est-à-dire à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, selon vous écoutez, Laurent Gbagbo sera le candidat de son nouveau parti politique en 2025 ? C'est mon souhait. Il n'y a pas de plan B. Non seulement, je n'entends pas, non seulement, ce n'est pas seulement mon souhait, mais j'entends me battre en ce qui me concerne et je ne crois pas être seul pour qu'il le soit. Parce que c'est au moins cette justice, on le lui droit. Mais, excusez-moi, ce sera la dernière question, parce que le temps imparti est fini. On a quand même l'impression que c'est un goût de revanche, ce scénario que vous êtes en train de nous préparer, de retour en 2025, avec encore peut-être Ouattara face à lui, peut-être Bédié face à lui. Il y a une revanche personnelle de sa part. Vous pouvez vous parler de revanche, madame. Moi, je vous pose la question, est-ce qu'il a le droit, oui ou non, d'être candidat? S'il a le droit d'être candidat, ce n'est pas un problème de revanche. Ce n'est pas un problème de revanche. Je reprends mes propos pour qu'ils soient bien connus. L'instrumentalisation et la manipulation des constitutions, on sait où ça nous envoie. On sait où ça nous envoie. On sait ce que ça fait au Burkina Faso. Le président Blaise Compaoré est chez nous ici. On sait ce que ça fait en Guinée. On sait ce que ça fait au Mali. Alors ne jouons pas avec ça. Surtout que nous savons que cela a servi de prétexte pour une guerre violente en Côte d'Ivoire. On ne peut pas s'amuser avec ça, madame. Ne serait que pour les principes. Les pays que nous admirons aujourd'hui, on parle de la France, des États-Unis, mais la Constitution est sacrée, on ne joue pas avec. Parce qu'on se lève un matin, je ne veux pas qu'il soit candidat, on crée un élément, ce n'est pas bon. Et pour ce principe-là, nous allons nous battre pour une fois, la Constitution reste un élément fondamental. Parce que celui qui s'amuse chaque matin à venir toucher et enlever les briques de sa fondation, mais il va voir un jour sa maison s'écrouler. Or, on ne veut pas que la Côte d'Ivoire s'écroule. Merci, ça sera de la mot de la fin. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Très bon congrès à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous. Merci.